Ok, nous sommes partis, bonjour à tous d'abord, nous sommes partis pour une heure de session autour de FileMaker 13, une session que j'ai baptisée avec énormément d'imagination, donc FileMaker 13, évolution, révolution, c'est la question, oui, voilà. Ouais. 2014 a été une année de changement, d'évolution, de révolution. En tout cas, à titre personnel, mais pour moi, le changement, ça a été en 2014 de rejoindre l'équipe dynamique de One More Thing, que vous allez pouvoir découvrir à travers plusieurs présentations lors de cette conférence. Mais plus largement sur la scène de FileMaker, 2014, c'est l'année de la 13. Même si, pour être exact, FileMaker avait réussi son coup de sortir la version 13 encore en 2013, le 3 décembre. Ils avaient sorti la 12 en 2012, la 13 en 2013, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre en 2014, mais en tout cas, ils ne vont pas pouvoir tenir longtemps, à mon avis, ce rythme infernal. En tout cas, donc, version sortie et qu'on a surtout pu éprouver en 2014. Alors, le calendrier des conférences a fait qu'il n'y avait pas encore eu ici, à la conférence française, une session réellement dédiée à cette version. Donc je vais essayer de réparer ça. Il y a évidemment parmi vous plusieurs personnes qui ont déjà secoué la version 13, qui sont devenues des aficionados de la version 13. Bon, voilà, ceux-là vont pouvoir conforter et consolider leur connaissance. Mais les autres, ce sera peut-être l'occasion de franchir le pas alors et de devenir accro à cette version que je trouve une très belle version. Alors, moi je vais faire la session en belge. Je suis gestionnaire de projet, formateur, développeur chez One More Thing. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de moi, vous retenez pi. Ce nombre 314 correspond, c'est ça qui est fou, à la somme des kilomètres que j'ai parcourus pour faire des conférences, FileMaker, ou assister aux conférences, divisé par mon âge en mois, auquel on ajoute la somme des certifications que j'ai passées avec brio ou tout seul. Et voilà, le tout divisé par mon indice de masse corporelle fois mon nombre d'enfants. Et on arrive, et c'est heureux, à pi. Voilà. Ouais. Ouais. C'est fou, hein, la magie des nombres. Alors, si vous googlez mon nom, vous allez tomber sur ça. Ceci, ce n'est pas moi. Voilà. Par contre, ça, c'est parfois moi. Ça, c'est l'année passée à Montréal, enfin non, cette année encore à Montréal, à la conférence montréalaise. Merci à Maxime pour la photo. Merci à Philippe pour la conférence et la chambre qui s'est transformée en scène ce soir. Et merci à Yann pour le champagne qui m'a donc permis de vivre une expérience utilisateur avec comme micro un bouchon de champagne. Voilà. L'agenda de la session, donc on va, ça c'est un peu mon travers le travers de ma formation d'historien, repositionner la 13 dans un contexte d'une évolution plus globale. Je vais essayer de ne pas être trop redondant avec ce qui a été dit ce matin par la troupe de FileMaker, en particulier par Bill. Bon, mais ici c'est plutôt le point de vue côté développeur que le point de vue interne de FileMaker. On va ensuite parcourir les nouveautés de la version 13. Et essayer, en guise de conclusion, de mettre ça en perspective, voir vers où le vent souffle ou, doucement, FileMaker essaye de nous amener ou nous amène malgré nous. Alors, cette évolution est-elle inéluctable ? Bien, je me suis amusé à reprendre la durée de vie des versions. Et on arrive à une moyenne de 20 mois pour une version. Avec, si on regarde les dernières versions, je dirais les versions qui sont commencées à devenir vraiment intéressantes à partir de la version 7, on voit qu'on est même en dessous de 20 mois, on est plutôt de l'ordre d'une année et demie, avec de temps en temps, on prend le temps, vous voyez que la version 11 a duré plus longtemps, c'était normal. Il y avait à sortir cette version 12, un versioning majeur qui, avec une refonte du format de fichier, donc la 11 a un petit peu traîné. Pour l'instant, avec la 13, on est à 10 mois. On verra ce que ça nous promet encore en 2014. Donc, une évolution qui est constante et, comme on a pu le comprendre ce matin, une évolution aussi qui touche chaque fois l'ensemble de la plateforme.
hein, c'est tous les composants, serveurs, Go, Web, Pro, Advanced, etc., qui sont chaque fois remanipulés. Alors cette évolution constante, elle est le résultat de plusieurs facteurs. Il y a la pression externe que subit, entre guillemets, FileMaker, qui est celle du monde infernal dans lequel on vit au niveau IT. Hein. On est dans une espèce de tourbillon où le hardware, le matériel va évoluer, les systèmes vont évoluer, on ne sait pas très bien quelle est la cause ou la conséquence. Est-ce que c'est parce qu'on a des systèmes de plus en plus performants qu'il faut des machines qui sont des bêtes de course ou l'inverse? Enfin, en tout cas, nous, de notre côté, on est souvent confrontés au fait que on doit suivre l'évolution. Vous avez tous été, sans doute à un moment, face à ce problème de dire, bien oui, on renouvelle des machines. Ben, si on renouvelle des machines, ben, il faut renouveler, il faut changer de système. Si on change de système, il faut passer à une nouvelle version de FileMaker. Ou l'inverse, je veux passer à une nouvelle version de FileMaker, et donc c'est tout qui doit être chamboulé. Donc, c'est un monde impitoyable, en perpétuelle évolution. On est dans un monde avec aussi cette tendance cloud qui est un terme qui peut regrouper tout et n'importe quoi. Hein, c'est de l'hébergement de données, du partage de fichiers, du logiciel en tant que service, du SaaS, enfin bon, peu importe la forme que ça prend. L'idée qui est là derrière, ben, c'est celle de la mobilité. On veut avoir nos données partout, tout le temps. Et le lien est vite fait avec ces supports, hein, les smartphones, les tablettes, les phablettes, hein, qui sont ces téléphones avec lesquels on téléphone comme ça. Et FileMaker se retrouve là au sein d'un modèle économique. Modèle économique qui est le sien. Ben, c'est une entreprise qui, pour continuer à vivre, doit s'adapter à ça à travers des revenus qui sont générés par des ventes de licences. C'était Thomas Kunetz qui avait utilisé plusieurs fois lors de ses présentations et de ses petits teasings des versions 12 et 13 le terme écosystème. Je pense qu'il avait réussi à le placer 9 fois. Je vais essayer de faire mieux. Donc voilà, un modèle économique qui pousse à l'évolution. Une pression aussi interne, qui est celle de la communauté des utilisateurs. C'est nous, hein, l'utilisateur final, l'utilisateur développeur, qui va pouvoir, de manière directe ou indirecte, faire savoir à FileMaker ce qu'il pense des versions, ce qu'il attend, ce qu'il trouve intéressant, ce qui ne fonctionne pas. Il y a les mécanismes des ETS où des personnes sélectionnées, triées sur le volet, vont pouvoir tester les nouvelles versions et éventuellement faire remonter des choses qui vont être intégrées soit directement, soit plus tard. Il y a cette veille de tout le monde des plugins. Ben, le plugin, par définition, il arrive là où il y a une faille. Hein. Et on constate dans l'évolution de FileMaker que petit à petit, eux-mêmes, nativement, vont combler ces failles. Par exemple, on voit le FMSQL dont parlait Marc. Jadis, on devait passer par des plugins. Maintenant, on l'a embarqué. Les déclencheurs de script, même chose. Avant, on devait passer par des plugins. Maintenant, on l'a embarqué. Il y a aussi tout ce que nous, on a mis en place comme contournements infernaux, comme fonctions perso alambiquées, comme trucs et astuces, et qui finalement, puisqu'elles répondaient à un réel besoin, ont été aussi intégrées nativement. La possibilité, par exemple, de mettre en surlignement un enregistrement dans une table externe ou dans une liste. On chipotait avec des trucs pas possibles avant, c'est natif maintenant. La possibilité de faire une liste au départ d'un jeu d'enregistrement. Il y avait cette merveilleuse fonction qui continue d'être merveilleuse, Custom List de Agnès. Et bien maintenant, faire une liste de trucs au départ d'un jeu d'enregistrement, c'est possible nativement. Donc là aussi, il y a un modèle économique, un écosystème qui est le nôtre. Hein. Il faut que FileMaker continue de nous satisfaire, nous, utilisateurs, développeurs ou utilisateurs finaux. Satisfaire cette communauté qui est un peu particulière parce qu'elle a deux visages. Il y a d'abord l'utilisateur final, c'est monsieur et madame tout le monde. Alors c'est plus tellement monsieur et madame tout le monde qui va gérer sa cave à vin, sa photothèque ou des choses comme ça, c'est plutôt madame la PDG, monsieur le secrétaire qui gère une entreprise et qui a besoin d'un outil. C'est un peu plus cette cible d'utilisateur final et qui est en quête d'autonomie par rapport à l'outil qu'elle va implémenter. De sécurité, on parle généralement alors de solutions qui sont partagées éventuellement à travers aussi des supports comme ceci. Sécurité, mobilité, partage, et là aussi, et ergonomie, oui, si pas déférence, comme disait Heather ce matin. Donc,
une recherche d'outils adaptés qui, elle aussi, va rentrer dans une logique économique afin que le budget que consacre l'entreprise ne soit pas considérable par rapport à ce qu'elle peut en attendre, qu'on soit bien réellement dans quelque chose qui va permettre d'augmenter les performances, la quantité ou la qualité de la production. L'autre visage, c'est plus nous, les développeurs. Nous, on cherche l'efficacité, la maintenabilité, l'adaptabilité, les possibilités de déploiement. On veut vraiment avoir un outil qui va nous permettre justement de répondre à ce que l'utilisateur final n'a pas pu faire lui-même. Il nous confie une tâche. Et là aussi, nous-mêmes, on s'insère dans un modèle économique, un écosystème, puisque on doit parvenir au sein d'un budget qui est donné par l'utilisateur, par notre client, parvenir à trouver notre compte pour que la partie dédiée à l'achat ou la location de licence ne vienne pas complètement gréver ce budget. Vous me suivez ? Ça va. Alors, regardons un petit peu quels sont les différents domaines dans lesquels la version 13 a proposé une évolution. J'ai essayé de classifier les nouveautés un peu par thématique. Et on voit, voilà, à première vue déjà que la partie des fonctionnalités, des nouveautés dédiées à l'interface, c'est vraiment le gros morceau de cette version 13. Bon, gros morceau qui était déjà en germe dans la version 12, puisque c'est à ce moment-là, lors de la refonte du format de fichier, que l'ensemble du moteur de rendu de modèle a été repensé. Et donc, on a énormément de nouveautés qui vont être dédiées à l'interface. C'est en étroite corrélation avec ce qui se passe côté web. Si cette interface a été redessinée, c'est entre autres pour tout ce qui est portabilité sur le web. On le verra lors de la démo avec WebDirect. Et donc, voilà, en gros, ces deux pôles-là font presque à eux seuls 50% des nouveautés proposées dans cette version. Donc, comme je le disais, préparé depuis la version 13, est fortement mis en avant au niveau marketing, au niveau annonce, par FileMaker eux-mêmes. Combiné à ce qu'on retrouve comme nouveauté et mise en avant aussi par FileMaker de ce qui se passe au niveau de la mobilité et des nouveautés dédiées à FileMaker Go, on se dit, tiens, du web de plus en plus top, du Go de plus en plus top, est-ce qu'on est en train de se diriger vers quelque chose qui ressemble vraiment à un client léger, chose qu'on attend souvent du côté des développeurs, pour dire justement que la partie licence serait un moindre coût pour l'utilisateur. J'ai mis un point d'interrogation, on verra si on sait y répondre plus tard. Ce que je trouve on peut déceler un petit peu derrière tout ça, c'est l'ombre de la pomme. Douglas nous le disait tantôt, il y a cette volonté, faites du design, faites du beau, peu importe si ça marche, peu importe si c'est intelligent, du moment que c'est sexy. C'est un peu comme Barbie. Je caricature, mais c'est voilà, clairement un message. Allons vers le design. Et FileMaker va intégrer de plus en plus des outils qui vont nous permettre effectivement de faire ce beau. Et exploitons au maximum les possibilités de ça. C'est normal, oui. Derrière ça, il y a des ventes pour Apple. Donc voilà. Il ne faut pas oublier donc l'ombre de la pomme derrière FileMaker. Ok, on va continuer en FileMaker. Démo. Toujours démo. Je fais de Pierre Bachelet à Rita Mitsuko. En fait. Ok, on est dans du FileMaker. Voilà comment va se découper un peu la démo. On retrouve les différents domaines que j'avais classifiés, plus ou moins, avec une petite rajoute qui est la prise en main. Là, on est vraiment dans ce que cette version 13 va offrir de nouveau dédié à l'utilisateur final, monsieur et madame tout le monde, qui a décidé de retrousser les manches et de dire « je deviens un développeur d'outils informatiques ». Et donc on a des solutions de démarrage qui, franchement, sont de qualité. Il y a eu un réel soin apporté. Je vous invite à particulièrement vous pencher sur celle qui est dédiée à la gestion de contenu et qui, je trouve, intègre pas mal de nouveaux potentiels FileMaker 13. Voilà.
On a aussi un nouvel outil qui est celui de la mise en route. Si vous voyez ici dans documentation produit, bon, vous avez un petit sous-menu présentation mise en route. Vous voyez, c'est ici. Et en fait, c'est assez marrant, ça va installer sur votre machine des fichiers FileMaker qui vous proposent une sorte de tutoriel pas à pas pour découvrir comment on se débrouille dans la jungle de FileMaker. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est justement le principe, c'est que c'est dédié aux autodidactes. Alors, au niveau de l'interface, donc, le gros morceau de cette version 13, quand vous voyez une petite astérisque à droite de l'item, c'est qu'on va aller plus en détail dans cette fonction. On va commencer donc par le nouvel assistant de création de modèle. Ce que je vais faire, c'est une nouvelle... Voilà. Hop, ici. OK. Donc, FileMaker nous propose maintenant un nouvel assistant de création de modèle qu'on va activer. Voilà. Je crée un nouveau modèle. Vous voyez cette fenêtre qui n'existait pas avant et qui nous permet déjà de choisir quelle va être l'interface dédiée, la sortie de ce modèle. Je vais prendre un contexte. Ça, c'est toujours la même chose. On doit toujours bien ancrer nos modèles sur des contextes et dire ici que c'est un formulaire. Lorsque je choisis un ordinateur, j'ai cette possibilité de directement préciser la vue à laquelle ce formulaire va être, enfin ce modèle va être dédié. Dans le cas d'une application tactile, là, on a un petit raccourci qui va nous permettre déjà de calibrer l'écran en fonction de la sortie. Imprimante, bon, on retrouve les étiquettes, les enveloppes, etc. Je vais choisir donc dans un premier temps formulaire, faire un formulaire de contact, et chose aux nouvelles et finalement pas trop mal. Regardez, donc j'ai mon formulaire de contact ici. Dans le format de modèle, si je vais voir les vues, eh bien, on voit qu'il n'y a que formulaire qui est coché. Bon. Ça paraît idiot, mais c'est pas mal. Si on dit on veut faire un formulaire, on fait un formulaire. Voilà. C'est parfois des petites choses, mais qui changent la vie. Ok, ce que je vais faire, je vais alors appliquer par exemple un thème. Ça, c'est pas nouveau les thèmes. Voilà, je vais prendre le thème lumineux. Lumineux, il est intéressant parce que vous voyez qu'on a un fond, c'est pas flagrant sur le... Pourtant l'écran est bon, mais on a un fond avec une image, ici, qui n'est pas une image qui a été collée comme objet ou insérée comme objet après, c'est véritablement un fond du modèle et qui est même en chevauchement. Vous voyez, c'est pas super perceptible, mais bon, qui chevauche les différentes parties du modèle. Allez, pour que ce soit plus flagrant, le chevauchement d'image, je vais vous montrer au hasard, par exemple, ça, vous voyez. Donc là, on voit bien que l'image se prolonge partout. Ici, j'ai choisi de faire en mosaïque la répétition de l'image de fond. Donc déjà, première nouveauté. On a dans la zone ici, je vous avais parlé hop là, c'est pas ça. Je vous avais parlé des tailles qui étaient possibles de sélectionner lorsqu'on choisissait une sortie dédiée Go. On peut réafficher ce qu'on appelle des stencils, des calibres, qui vont nous donner des repères. Voilà, pour savoir si je construis un écran de telle dimension, eh bien voilà quels sont mes repères. À côté de cet outil de stencil, il y a quelque chose de nouveau et qui est vraiment pas mal, qui est le sélecteur de rubriques. Voilà. Le sélecteur de rubriques, une fenêtre palette. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette fenêtre palette? Eh bien, on voit les différentes rubriques qui constituent ma table active, la table sur laquelle est ancré le modèle ici. Et comme son nom l'indique, eh bien, je peux au départ ici de ce sélecteur de rubriques sélectionner des rubriques. Vous voyez bien, oui. Je sélectionne des rubriques. Je peux éventuellement déterminer quels vont être le placement des rubriques entre elles quand j'en sélectionne plusieurs, et quel va être le placement de l'étiquette par rapport à la rubrique. Voilà, je les glisse et l'affaire est jouée, voilà, avec
un positionnement impeccable, on ne chipote pas après. Bon. Donc, outil très pratique et qui montre qu'en fait, c'est l'interface ici, c'est le modèle qui est devenu notre zone de chantier principale. C'est là qu'on travaille. Et on peut aller même plus loin, parce que dans ce sélecteur de rubriques, si je veux, je peux créer une nouvelle rubrique. Hein, je peux rajouter une rubrique ici, en préciser le type. Vous voyez, donc on a, sans devoir passer par la gestion base de données, etc., à travers ce sélecteur de rubriques, on a des raccourcis, entre guillemets, qui nous permettent d'être encore plus efficaces dans la production de nos modèles. Et éventuellement de réfléchir à la base de données quand on fait le modèle. OK. Ça, c'est pour le sélecteur de rubriques. Ce que je vais faire maintenant, je vais créer un nouveau modèle de type liste, cette fois-ci. Voilà, une liste. Avec le sélecteur de rubrique, je vais positionner le nom. Voilà. On va mettre ça là. OK. Ce que je vais faire, je vais enlever les échantillons, hein, parce que on n'a pas un culte particulier de la personnalité. Alors, voilà. Voilà, OK. Voilà. Et vous montrer quelque chose de nouveau, un détail, mais qui a son importance. Vous vous souvenez quand on fait une liste, on avait toujours cette espèce de zone bizarre à gauche là, qui nous indiquait sur quel enregistrement on se trouve et qui nous imposait parfois de redécaler de 3 pixels ou 1,5 pixel toute notre barre de menu pour que ça flash pas quand on passe de mode formulaire en mode liste. Et bien maintenant, dans le modèle, format de modèle, je peux décocher l'affichage de cet indicateur, et j'ai quelque chose, alors, voilà. Donc, c'est peut-être un détail pour vous. Quoi? Je n'ai rien dit. OK. Gros morceau au sein du gros morceau des interfaces, c'est la gestion des styles et des thèmes. Donc on avait déjà quelque chose qui avait été abordé lors de la version 12 avec les thèmes. Ici, on va plus loin, on va aller dans les couches plus profondes et avoir la possibilité de travailler, de manipuler les styles des objets. Et même plus précisément de certaines parties d'objets. Hein, des objets comme une table externe ou d'autres objets, on va voir, peuvent être découpés en plusieurs parties et on a la possibilité de travailler le style de chacun de ces objets et même, plus intéressant, d'appliquer ce style alors à d'autres objets du même type et même, plus intéressant, de faire remonter ce style appliqué aux objets du modèle vers l'ensemble de la solution, vers le thème personnalisé que l'on peut créer. Je ne vais pas trop empiéter sur les plates-bandes de mon collègue Martial qui verra ça en super détail. Mais donc, comme c'est à 16h15, à 16h45 samedi, que souvent il y a des pluies d'élastique à ce moment-là, on va juste déjà poser les bases de la gestion de style. Ce qu'il faut que vous sachiez déjà, c'est donc ce principe hiérarchique de l'objet, la possibilité de faire remonter le style de l'objet au niveau du modèle pour appliquer aux objets du même type, et puis de faire remonter au niveau du fichier. Et puis après, pourquoi pas même d'échanger entre fichiers des thèmes que vous avez personnalisés. Démonstration avec le formulaire ici que j'avais réalisé. Oui, je sais, je pourrais protéger mon fichier, hein, effectivement les gars, parce que donc il est sur mon serveur là le fichier, je pourrais le protéger, mais ce matin je me suis rendu compte que j'avais plus le mot de passe de ma console d'admin, et bon. Et comme c'est le fichier qui vous est livré après, il s'ouvre en full access avec sans mot de passe. Donc, effectivement, protège ton fichier. Merci. Voilà. OK. Alors, les styles, vous voyez dans l'inspecteur un nouvel onglet qui est celui dédié au style. Ce que je vais faire, je vais dire, les rubriques ici, cette rubrique là, que j'ai placée dans le modèle,
je voudrais que son contenu soit rouge et en gras. Très bien. Okay. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a le petit bouton qui était à droite du style par défaut qu'adoptait ma rubrique. Le petit bouton est devenu rouge et j'ai la possibilité de mémoriser cette modification et de l'enregistrer, par exemple, dans le style actuel, qui est le style lumineux. Je vais l'enregistrer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bien, tous les objets similaires ont appliqué la stylistique. Wow. Non. Moi, je m'attendais à plus de... Non, mais c'est un peu réchauffé, je suis d'accord. Niveau 1, stylistique de l'objet appliqué aux objets du modèle, et puis, niveau supérieur, je peux faire remonter la chose. On voit que donc, ce style associé à cet objet, qui est l'objet de la rubrique, ici je pourrais vous montrer tous les styles possibles pour les rubriques et pour les autres objets ou parties de modèle. Eh bien, ce style-là, je pourrais le faire remonter au niveau du thème, hop, un étage plus haut, j'enregistre, et qu'est-ce qui se passe dans la liste où j'avais aussi une rubrique? Eh bien, donc vous imaginez la possibilité de déploiement comme ça, enfin, la facilité que ça peut représenter au niveau de la gestion du rendu, quand on pense le temps qu'on a pu passer à tiens, le client dit ouais, c'est super votre application, c'est très bien, mais le bleu là, mettez-moi du rose, et puis on savait qu'on allait devoir passer dans 50 modèles ou plus, enfin bon. Donc là, c'est vraiment un outil révolutionnaire. Ok, timing. Donc, Martial ira bien plus loin, n'est-ce pas, Martial? Ouais, c'est bon. Nous avons dans la version 13 de nouveaux objets. Je vais me pencher sur deux, le pop-over et le panneau à volets. Alors le pop-over qui est donc, comme son nom l'indique, un objet qui va popper over. Voilà, démonstration, ça pop over. Voilà. Alors, donc il arrive en surimpression, il arrive en superposition des autres éléments. C'est vraiment aussi un objet très, très intéressant qui va nous permettre de gagner de la place, de structurer nos modèles où on avait toujours tendance à lire. Et là aussi, le client dit oui, mais je veux voir ça, 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 ça et ça encore. On savait qu'on pouvait tout rebouger. Enfin, on a maintenant une option d'agencement de l'espace avec une dimension supplémentaire et c'est vraiment très intéressant. Deux exemples d'applications. Par exemple, ici, un bouton de menu de navigation qui va pouvoir être composé d'autres boutons qui vont nous permettre de bouger vers d'autres contextes. Voilà. Voilà, navigation. Ou bien, alors, ouais, tout le monde s'appelle protège ton fichier maintenant. Chouette. Voilà. Donc, c'est bien. Par exemple, afficher des détails au sein de... On a ici une table externe, et au sein de cette table externe, un bouton pop-over qui permet d'afficher le détail de l'enregistrement lié. Réaliser un pop-over, c'est très facile. Donc ici, dans la barre d'outils en mode modèle, vous avez ce bouton de bouton. Quand on clique dessus, on a la possibilité maintenant de prendre un pop-over et il suffit de le glisser sur le modèle. Et ensuite, on va choisir... Ouais. Hop, on va choisir le positionnement. Ouais, d'habitude non. Donc, voilà, on va faire comme ça. J'ai une petite fenêtre qui me manque là. On va la faire afficher comme ça. Allez. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Sur la maintenabilité de nos layouts avec maintenant multicouches, là, parfois c'est... on va pouvoir configurer la position que va prendre ce popover, qui a une position si possible. Il va prendre cet espace s'il a la place, sinon il en prendra un autre.
Voilà. Donc, vous mettez dedans plus ou moins ce que vous voulez, sauf, donc deux choses à savoir, oui, le popover, le contenu du popover va dépendre du contexte du modèle lui-même, donc on ne peut pas aller tout d'un coup chercher des choses qui viennent de complètement ailleurs, hein. On reste dans le contexte du modèle, et on ne peut pas placer de popover dans un popover, de table externe dans un popover qui lui-même est dans une table externe. Donc, j'ai ici un popover qui est dans une table externe, je ne pourrais pas placer ici une table externe. Ça va? Ok? On peut? Mais le problème, c'est que quand on clique sur le popover, il reste toujours sur la première ligne de la table externe. Oui, donc c'est plus une table externe. C'est un enregistrement lié. Ouais. Ok. Alors, donc choix du positionnement si possible, comportement particulier en exportation. Oui, si vous faites un sauver enregistrement en tant qu'Excel, eh bien le contenu du popover n'est pas sauvé, hein, n'est pas exporté. Il faut faire exporter enregistrement. Donc voilà, petit truc à savoir. Formatage conditionnel qui peut être appliqué au bouton lui-même, mais pas au contenu du popover. Le popover n'a pas de formatage conditionnel. Vous avez vu qu'on pouvait le nommer et donc y accéder via script par le nom d'objet. Juste un truc bizarre qu'on a découvert avec mon collègue Federico il y a quelques jours. J'ai ici une rubrique container dans laquelle je vais insérer une image. On va prendre une image, voilà. Hein. J'ai un popover qui popover. Cette rubrique container est une rubrique ici avec un type d'affichage interactif, voilà, popover, plus popover. Cette rubrique container est une rubrique container interactive qui est placée dans une table externe popover. Voilà. Donc, bon, c'est plutôt un bug, hein, mais voilà, je trouvais que c'était éventuellement à signaler si vous avez un jour un comportement bizarre avec un popover. Deuxième type d'objet, le panneau à volets, avec, qui ressemble très fort au panneau à onglets. Alors vous vous souvenez peut-être qu'on a dû parfois déployer des astuces pour faire des panneaux à onglets sans onglets, hein, qui étaient juste voilà, des panneaux. Ben, avec le panneau à volets, on arrive à quelque chose un peu de ce style-là. On a les onglets qui sont transformés en petits boutons, ici, hein, affichables ou pas, et stylisables comme vous le souhaitez. Donc, les points peuvent être enlevés. Vous définissez combien vous voulez de volets dans votre panneau à volets. Il y a cette possibilité, lorsqu'on sera en Go, d'utiliser le balayage, hein, au sein d'un panneau à volets. Il y a cette animation que vous pouvez activer ou pas. Là, par contre, on a le formatage conditionnel. Si je prends par exemple cette fiche-ci, sur le troisième volet, eh bien, on voit la présentation des certifications. Je vais prendre un autre enregistrement au hasard. Voilà, il n'y a pas de certification et vous voyez qu'il y a un formatage conditionnel qui a été appliqué. Donc là, à la différence du popover, vous avez la possibilité de formater conditionnellement les différents volets. Okay. La manière de l'insérer dans un modèle, donc c'est dans la même zone que le panneau à onglet, mais c'est panneau à volets. OK. Alors, toujours dans la catégorie interface, on a de plus en plus de dynamisme, hein, des choses qui deviennent de plus en plus paramétrables et maîtrisables côté utilisateur. Quelques exemples, enfin côté développeur. Quelques exemples ici, par exemple, avec cette boîte de dialogue, où comme Heather nous le disait ce matin, donc, hein, on doit faire comme ça. Oui, non, peut-être. Voilà. Et regardez, hop, les boutons ici. Oui, non, peut-être. Donc, dans la boîte de dialogue, on peut maintenant customiser, on peut définir par calcul le contenu. Hein. Vous voyez que on a à côté de l'endroit où se trouvait le label, on a la possibilité maintenant de faire appel à cette fenêtre de calcul et donc d'évaluer, comme on le souhaite, le contenu du bouton.
c'est quand même une avancée. Le panneau à onglet ici, hein, avec deux textes, voilà, hein, table externe et corps, et regardez ce qui se passe, hop, je change aussi par calcul le label du panneau à onglet. Donc là aussi, hein, dans le panneau à onglet, on a la possibilité de définir ici, hein, le contenu, le label, via un calcul. Je vous avais parlé déjà tantôt du surlignement. Hein, bien, ce surlignement au niveau du portal de la table externe, donc, hop, de la table externe ou de l'enregistrement actif dans une liste peut être activé nativement ou désactivé. On n'a plus besoin d'aller coller des rubriques avec du formatage conditionnel, 6ZKP égale. Voilà. OK. Autre élément, la visibilité avec un nouveau paramètre que l'on peut attacher à un objet qui va déterminer sa visibilité ou non. Je veux voir, hein, caché ou non. C'est très simple. Vous voyez qu'il y a un petit flag supplémentaire qui est apparu ici, lié à l'objet là. Il y a ce petit œil et qui me signale que donc il y a un élément d'évaluation de masquage ou non. Ici, le masquage est très simple. J'évalue une rubrique globale et qui lui dit si cette variable globale est 1, ben, je cache. Si elle n'est pas 1, je ne cache pas. Hein, mais donc là, vous pouvez mettre un calcul complexe qui va, lorsqu'il est évalué, définir si l'objet est caché ou pas. C'est très intéressant comme nouveauté. Petite astuce au niveau de la visibilité. Vous voyez donc ici des rubriques dans lesquelles j'accède. Hein. Je choisis d'appuyer sur bloquer. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'affiche un web viewer, un objet web viewer qui était masqué avant, hein, que j'avais masqué avant tant que la rubrique bloquée était décochée. Et après, ben, je ne peux plus rentrer dans mes rubriques. Ah, débloquer. Je suis dedans. Hein, voilà. C'est très simple. Il suffit donc de dire ici, hein, le web viewer que j'ai été mettre au-dessus de mes rubriques, il est conditionné, son affichage est conditionné par donc un calcul de masquage. Ce calcul va dire bah, si c'est bloqué, tu le masques pas, et si c'est pas bloqué, tu le masques. OK. On a fait le tour là, côté interface, et on va faire un bond alors. Puisque je vous disais qu'il y avait une corrélation vraiment très forte au niveau des développements interface et de tout le potentiel du web, qui n'est plus la publication web instantanée, mais qui s'appelle maintenant donc, le web direct. Et bien voilà, là on est dans du web direct. Hein, pour éviter toute confusion, je vais masquer là derrière. Voilà. On est dans du web direct. C'est même parfois tellement confusant, entre guillemets, que souvent, moi, pour changer d'enregistrement, j'appuie sur le bouton arrière de mon navigateur et ça ne va pas. Donc, je vais remontrer la barre d'outils. Hein, voilà. On est à s'y méprendre dans du FileMaker. Hein, et on peut presque tout faire, comme dans du FileMaker. Même des choses complètement dingues, comme, par exemple, ouvrir une boîte de dialogue. Ouais. D'accord. Bon. Tant que c'était pas possible, on trouvait ça fou, et puis maintenant que c'est possible, on trouve ça tout à fait naturel. OK, donc, ouvrir une boîte de dialogue. On peut... je vais vous montrer des choses assez... Je vais essayer de vous surprendre un peu, hein, parce que là, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas... Vous attendez le café, mais hop, je drag and drop, glisser-déposer une image, et voilà, hop. Voilà. Et dans la base, c'est mis à jour, bien sûr, hein, oui, quand même. Glisser-déposer, limite de la taille de fichier, 300 mégas, d'accord. La visibilité, eh bien, elle est là, hein, vous voyez, hop. On a toujours ça. On a les pop-over, qui pop over. Et dans celui-ci, on découvre quelles sont les limitations. Quand même, il y en a. Hein. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas, évidemment, travailler comme dans FileMaker. On ne peut pas gérer les modèles, les tables, les scripts. Ce n'est pas un client véritablement complet.
pas de texte enrichi, des difficultés au niveau de la gestion d'objets superposés dès qu'ils deviennent cliquables. Donc si vous avez des boutons avec des trucs au-dessus, vous ne savez plus y accéder. Il n'y a pas de vue tableau, il n'y a pas de multifenêtre, il n'y a pas de menu personnalisé, il n'y a pas de mode prévisualisation, il n'y a pas d'import XML au DBC. Et il y a quelques déclencheurs de script qui ne fonctionnent pas, c'est ceux sur frappe clavier. Les autres déclencheurs de script fonctionnent. Regardez, j'en ai un ici à la sortie de la rubrique. Hein. Je mets Toto, hop, et voilà. Le déclencheur va ouvrir un script qui ouvre une boîte de dialogue. Ouais. Ok. Tout ça est possible grâce à une technologie donc mise en place depuis la version 12 et qui est donc du HTML5 pour la structure de la page, du CSS3 pour son apparence, JavaScript pour l'interaction, des requêtes HTTP avec une technique, une méthode de requête qui s'appelle le long pooling. Il y a presque un flux continu entre le client côté web et le serveur web et FileMaker. On est dans quelque chose qui justement nous permet une réplique quasi à l'identique de ce qu'on fait en FileMaker, avec quand même ses limitations, et le fait qu'on est dans du web, et donc on va consommer de la bande passante. Donc gardez quand même à l'esprit que ça reste du web, restez dans vos déploiements web avec WebDirect, économe, hein, en truc joli, voilà, hein, pas trop charger vos modèles. Donc voilà pour WebDirect. Ah oui, alors j'ai constaté un truc un peu bizarre là. Vous voyez, hein, il y avait les deux boutons qui permettaient de changer la langue. Ben, ici, ça ne marche plus que sur un... L'évaluation des deux soucis n'est pas rafraîchie. Donc, mais en même temps, quand je change ici, c'est quand même l'autre qui rafraîchit aussi. Donc, c'est un petit peu garciment, là. Une petite souris. Alors... Côté purement technique, hein, là c'est vraiment pour les gens qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis, on a des choses très intéressantes. Le Base64 base 64, qui est donc un mécanisme de transformation d'un fichier binaire en caractère, en ASCII. Hein, vous allez voir, ça je vais enlever, je vais glisser, déposer... Oh mais qui voilà, mais c'est Magic Mimi. Qui connaît Magic Mimi? Ouais, sur le forum, ouais. Voilà. Donc, une image. J'utilise la fonction d'encodage Base64 pour transformer cette image en texte. Ça me donne cette espèce de charabia que seul Andriy Selen peut comprendre. Hein. Oui, il parle couramment le Base64. Lui. Et... là où ça devient intéressant, c'est que ça nous permet, par exemple, de transmettre des données entre fichiers, entre supports, sans envoyer d'image. Hein. Voilà. Imaginons ici, j'envoie vers une autre solution. J'ai envoyé un fichier, j'ai envoyé en fait une chaîne de texte ici, que je reçois là, et la fonction inverse de encode, c'est décode, et hop, qu'est-ce que ça donne? Magic Mimi! Voilà. Et pour vous montrer que c'est pas du bluff, si ici je change, bon je parle pas super bien Base64, je vais changer quelques caractères là, voilà, non, hop, hein. Boum, vous voyez que je parle pas bien Base64, hein, mais donc c'est bien l'image qui a été reproduite au départ de ce texte ici. Hein, donc on a vraiment accès à cette couche de binaire. Voilà. Dans le rayon des images, on a toute une série de possibilités d'obtention d'éléments relatifs aux images, comment elle a été prise, sa taille, par qui, où. Vous avez accès pratiquement à toutes les méthodes. Pourquoi tu ris, Fabrice? Pourquoi elle a été prise. Vous avez accès à toutes les métadonnées du fichier image. Et puis voilà, vous pouvez les travailler. La solution de démarrage de gestion de contenu exploite pas mal ces aspects-là d'obtention au niveau de l'image. OK. Alors,
Autre sujet costaud d'un point de vue technicité, mais sur lequel je ne vais pas m'attarder trop non plus parce qu'on va en reparler, Fabrice va en reparler, Vincenzo vont en reparler, c'est la possibilité de faire travailler le serveur à la place du client, d'envoyer des trucs, serveur vas-y, c'est à toi, et pendant ce temps-là, éventuellement, on peut même libérer le client. Donc, juste une démonstration. Pour ce qui est du code, je laisserai le soin à Fabrice et Vincenzo d'aller plus loin. Je vais lui dire de créer 20 000 enregistrements. Hein. Côté client, voilà. Ça prend un peu de temps. C'est là que je regrette l'absence de Robert et Steve pour... quelqu'un a une blague. Voilà, hein, donc 9 secondes, donc c'est en millisecondes, 9 secondes et quelques petits schtroumpfs. Voilà. Si je le fais côté serveur, bon, ici, je suis sur mon serveur, sur mon maudit serveur. Donc, la différence... Hop, oui, pardon, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de vous dire que lorsqu'on déclenche un script qui va être exécuté côté serveur, on a deux possibilités. Soit attendre que ce soit fait, soit ne pas attendre. Et ici, j'ai dit ne pas attendre. Donc, en fait, il a bien créé 20 000 enregistrements, ou du moins, il est en train. À mon avis, il a fini. Hein, ouais, on voit qu'on a un paquet d'enregistrements ici dans la table temporaire qui a été créée. Mais il ne m'a pas fait patienter pour la réponse. Je vais refaire. Donc, on a dans la table temporaire où je crée ces paquets d'enregistrements, 40 000 à l'heure actuelle. Hein, je vais sur le script côté serveur. Donc, je lui dis, n'attends pas, libère-moi dès que tu peux. Boum. C'est parti, et je suis libre, hein, je fais ce que je veux. Et pendant ce temps-là, côté serveur, hein, bon, moi je continue mon boulot, et côté serveur, il est en train de bosser et de créer dans la table donc, ce que je lui ai demandé de faire. Alors, il y a certains moments où le fait d'aller déléguer au serveur va vous faire gagner un temps considérable en fonction du type de déploiement et des tâches que vous demandez d'effectuer. Ok. Ça, quelque chose donc quand même qui vont être répétés, c'est que donc c'est une session virtuelle qui va démarrer côté serveur. Cette session, elle est indépendante de ce qui s'est passé côté client. Donc, les globales que vous avez éventuellement définies en tant qu'utilisateur, tout ce qui est propre à votre session, le contexte dans lequel vous êtes, le jeu d'enregistrement, le serveur n'en sait rien. Hein. Donc, il faut, dans la manière dont on développe, en tenir compte pour qu'on puisse passer certaines informations au serveur afin qu'il bosse sur l'ensemble qu'on veut, sur lequel qu'il bosse. Ouais. Autre chose aussi, oui, c'était pas français, hein, ça, mais c'est du belge, voilà. Autre chose dont il faut tenir compte, c'est le fait que lorsque ce client virtuel qui démarre côté serveur se met en route, ouvre la base de données, eh bien, les déclencheurs de script à l'ouverture et puis plus tard à la fermeture vont s'activer. Hein, donc, ça veut dire éventuellement aussi dans ces parties de vos solutions, gérer correctement les erreurs et tenez compte que le client virtuel serveur va opérer ces scripts comme si c'était un client normal. Ça ouvre des possibilités incroyables puisqu'il y a des tas de choses qu'on peut faire avec des plugins côté serveur qui ne sont pas possibles en Go. Hein, on peut lui demander de les exécuter côté serveur et puis de ramener le résultat. Toujours dans la technicité, on a, merci d'avoir restauré les données initiales, on a la fonction de calcul, oui, obtenir UUID, donc obtenir un identifiant unique. Généralement, on devait dans nos solutions, pour avoir l'identifiant unique, soit on faisait appel à un simple numéro de série, ou bien alors, il y avait toute une série de techniques pour s'assurer que le numéro unique l'identifiant unique était bien unique. Et bien maintenant, nativement, il y a la fonction getUUID, obtenir identifiant universel. Autre nouveauté, c'est un type de rubrique statistique qui est liste 2. Vous voyez, ça c'est nouveau. C'est un peu ce qui va permettre de se substituer à custom list. Qui utilise custom list? Oui.
C'est un peu l'équivalent, c'est-à-dire que ça va générer une liste en fonction d'un ensemble trouvé. Donc ici, j'ai 6 enregistrements avec les différents UUID, les identifiants uniques qui sont là. Eh bien, si vous voyez que ça, c'est le résultat que me renvoie la rubrique de type statistique liste 2. Liste 2 ZKP, voilà. Si dans mon jeu d'enregistrement maintenant j'en enlève, eh bien liste 2 se réévalue et me propose donc la liste 2 en fonction de mon found set. C'est deux choses, c'est donc basé sur le found set, comme toute rubrique statistique, c'est trier. C'est trier, j'adore, ouais. Donc, si je trie par exemple maintenant sur base de la base, voilà, vous voyez, j'ai trié sur cette rubrique-là, eh bien, liste 2, cette rubrique-là, est triée. Voilà. Et vous constatez aussi que ce n'est pas dédoublonné, d'accord ? Ce n'est pas le même comportement que liste, que faire une liste de valeurs, quoi, je veux dire, ou que cette notion d'index qu'on a vue avec Philippe. Il y aura encore beaucoup à dire sur la technique, mais d'autres le diront mieux que moi. Entre autres, Jean-Frédéric qui va parler du chiffrement dans les outils développeurs. On a déjà abordé cette notion de SQL qui était déjà là depuis la 12, mais avec de nouveaux, comment on dit, de nouveaux, comment, pardon ? De nouvelles méthodes, non ? Le fetch, nouvelles fonctionnalités, ouais, voilà. OK. Alors, dernier petit tour au niveau des nouveautés. Là, j'espère que ça va fonctionner ici. Hop. Je vais vous montrer rapidement ce qui se passe côté Go. Voilà. Hop. OK. Donc côté Go, on a plusieurs innovations. Le défilement d'enregistrement, donc 2 doigts, ici, défilement d'enregistrement, et au sein de ce qui est ici un panneau à volet, la zone du milieu, eh bien, ce balayage qui est possible, voilà. OK, c'est assez sympa. La possibilité de préciser pour une rubrique donnée quel va être le type de clavier associé. Par exemple, pour la rubrique mobile et téléphone, eh bien, j'ai associé un clavier qui ne me présente que ce qui m'intéresse pour saisir un numéro de téléphone. Voilà. Ou pour email, même chose. On a toute une série de possibilités de capture, de profiter de la caméra, du son, etc., de tout ce qui est là-dedans, pour capturer différentes choses, entre autres des codes barres. Ça, c'est natif maintenant aussi en FileMaker 13. Vous pouvez scanner un code barre et il va l'interpréter. On a donc ces fonctions de capture de signature. J'ai toujours, comme je disais, hop, ici. Tiens, ouais. Remplacer. Acquisition, par exemple, signature. Voilà, ça c'est. Et insertion depuis appareil pour exploiter l'appareil photo, la caméra. Des nouveaux déclencheurs, donc, dont entre autres la possibilité de reconnaître quels sont les gestes que je suis en train de faire avec mes doigts sur mon écran. J'ai ici, en guise de démonstration, associé aux différents panneaux à volets, donc vous voyez qu'il y en a 3, il va compter le nombre de doigts avec lequel j'appuie sur mon écran. Donc ici, 3 doigts, mesdames et messieurs, 3 doigts, hop, et j'arrive sur l'onglet 3. 1 doigt, poup, sur l'onglet 1. 2 doigts, l'onglet 2. 3 doigts, bon, OK. Donc, 6 panneaux.
Alors, oui, autre déclencheur, hein, la possibilité de saisir la modification de la taille du modèle. Yann nous avait fait un truc merveilleux avec des glissements et des choses comme ça. Maintenant, nativement, on peut détecter bien qu'il y a un changement de taille, que la largeur devient supérieure à la hauteur, et en fonction de ce qui se passe, ici, je lui ai dit, change de modèle alors. Hop, voilà. OK. Ouais. C'est des heures et des heures de travail. Hein. OK. Je pense qu'on a fait le tour de la démo. Je vais terminer avec le... Donc en guise de conclusion, oui, je trouve une version très aboutie. Ben oui, forcément aussi, elle était en germe, comme je disais, depuis la version 12. Relativement orientée utilisateur final quand même. Je trouve que, enfin, peut-être qu'ils vont nous gâter plus avec la 14, mais on est dans beaucoup d'orientation, interfaçage, l'aspect purement technique est un peu, enfin, les outils purement développeurs sont un peu moindres que dans d'autres versions. Ce qu'on constate, c'est que l'interface tient une place vraiment croissante dans le développement, avec peut-être un point d'attention, c'est que ça peut devenir difficilement maintenable. On risque d'avoir beaucoup d'objets qui se superposent, des trucs comme ça. On va mettre énormément d'intelligence sur cette couche d'interface. Ça veut dire beaucoup de choses à gérer. Et ne pas perdre de vue que cette interface n'est qu'un intermédiaire. On a vu que j'avais par exemple la possibilité de masquer des rubriques, de les afficher, etc. Ça, c'est la couche supérieure. Hein. Ça n'a rien à voir avec la véritable sécurité de données. Même si, quand je masque une rubrique sur un modèle, je n'ai pas accès même via la tabulation, ça reste quand même de la pseudo-sécurité. Hein. N'oubliez pas que la couche de sécurité, c'est celle que vous trouvez dans Gérer sécurité. Vous allez définir qui peut faire quoi, écrire comment, etc. Ce n'est pas l'interface qui doit contenir à lui seul toute cette robustesse. Il y a tellement de choses nouvelles au niveau de l'interface, on va pouvoir implémenter tellement d'intelligence, qu'il faut bien contrôler la version. OK, c'est compatible, on peut ouvrir ça avec un client 12, mais ça ne va pas marcher comme on le souhaiterait. Donc, dans les options de fichiers, vous avez la possibilité de préciser, en fonction de ce que vous avez déployé comme nouvelle fonctionnalité, tiens, attention, ça, je ne peux ouvrir ce fichier qu'avec une version qu'avec une version 13. Hein, empêcher l'ouverture avec la version 12. Il y a des choses qui sont passées à la trappe. Hein, le serveur Advanced, on n'en parle plus. La console Java, et c'est heureux. C'est une très belle console maintenant, ça, quand on retient son mot de passe. La publication web instantanée, des OS qui sont abandonnés au terme de support. Alors, au niveau on parle de cet écosystème, est-ce qu'on est vraiment à quelque chose avec des clients légers maintenant, avec ce WebDirect qui est fantastique, avec le FileMaker Go qui est démentiel? Oui, mais non. D'accord, ce sont des clients gratuits, mais les connexions sont payantes. Hein, et on va voir, c'est pas donné. Les connexions sont payantes, et en fonction de la manière dont on va, du nombre de connexions simultanées qu'on va autoriser, vous allez voir qu'il vous faut déployer parfois des serveurs qui sont des machines de guerre pour supporter ces connexions web et ces connexions Go. Donc, connexion web et connexion Go vont être comptabilisées et vous devez déterminer côté serveur combien vous avez de canaux ouverts, de 1 par défaut, et vous pouvez aller jusqu'à 50. C'est vraiment du concomitant, donc dès que quelqu'un libère la connexion, elle est disponible pour quelqu'un d'autre, mais c'est quand même relativement lourd au niveau assez gourmand au niveau infrastructure. Est-ce que peut-être on ne se dirige pas vers une sorte d'hébergement qui ne serait possible que sur des très grosses machines, ou même sur un centre d'hébergement qui serait le nouveau métier de FileMaker, avec un client complet via le web? Coût et gestion des accès, oui, là il y a donc le coût, je vous en ai parlé. La gestion des accès, en tant qu'hébergeur, c'est assez difficile de dire si vous avez un serveur sur lequel il y a
5-6 clients, qu'il y en a 3 qui veulent du web direct, 2 du Go, etc. La répartition des connexions Go, c'est point d'interrogation. Donc, là, c'est à titre d'information les prix. Si on veut quelque chose, le gros paquet, les 50 connexions, bon, on a des budgets qui sont assez importants. Bon, les choses sont présentées par FileMaker de manière différente, puisque maintenant, on reste avec des coûts qui, je trouve, sont fort lourds, mais des possibilités de les découper en petites portions. Hein. On part de plus en plus vers de la location et du plan de maintenance. Ben oui, c'est de nouveau cet écosystème FileMaker qui a besoin de revenus récurrents et de fidéliser ses clients pour que on suive la plateforme au fur et à mesure des versions. Donc parfois on peut se poser la question, mais qu'on s'est déjà posé à d'autres reprises, quelle est la place que nous avons là, nous, comme développeurs, dans le développement au moyen d'une plateforme où on a parfois des coûts de licence qui sont assez considérables. Quel est le positionnement global de FileMaker par rapport à justement notre rôle de développeur plus sur mesure? Est-ce qu'on n'est pas en train de glisser de plus en plus vers un monde FileMaker où il y aura de plus en plus d'applications prêtes à l'emploi, de frameworks et de moins en moins de services sur mesure? Pourquoi pas, hein, mais voilà, la question est ouverte. Je conclus avec, je termine là avec les ressources. Ouais. Il y a évidemment tout l'ensemble de la documentation FileMaker qui m'a aidé à comprendre comment fonctionnait la 13 et quelles étaient ses nouveautés. J'aime assez bien le FileMaker Training Series qui est vraiment bien fait pour parcourir la version, hein, qui met en évidence ce qui est nouveau au sein de la 13, donc il y a moyen de faire une lecture rapide. Le Missing Manual sorti au mois d'août, je pense, et qui est vraiment une bonne brique. Et 2 vidéos, Matt et Petrovski et Fabrice, et là je vous mets les URL, ce sont des vidéos de présentation de la 13. Et puis au niveau ressources, là j'envoie la balle à David qui, je pense, dans sa rétrospective, va pouvoir encore, oui, je ne me trompe pas, parler justement de ces ressources et de ces endroits où vous pouvez aller plus en profondeur pour découvrir cette belle version. Voilà.